C'est un chemin de vie, comme pour beaucoup de thérapeutes d'ailleurs. Je ne fais pas ça depuis toujours, ça n'est pas ma formation initiale. Pour aller très vite, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait un petit détour par la case chimie qui ne m'a pas du tout convenu. Pour preuve, je suis ensuite allée en communication et marketing, donc je suis diplômée d'une école de communication et marketing. J'ai voulu à titre personnel me tourner vers les thérapies brèves, déjà par curiosité et puis aussi parce que j'avais conscience que j'avais certainement des choses à évacuer, etc. Donc je suis allée voir une hypnothérapeute. Alors là pour le coup c'était uniquement pour le sevrage tabagique et en rencontrant cette personne, même si ça n'a pas forcément, enfin voilà, le courant n'est pas forcément très bien passé, mais quand même j'ai découvert une technique qui m'a intriguée et je me suis dit je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. C'est un domaine que je connaissais absolument pas. Alors je me suis inscrite tout bêtement à une formation premier niveau de technicien en hypnose ericksonienne et autant les premiers jours, enfin les 2 premiers jours, j'étais un peu sur la défensive en me disant c'est un peu trop beau ce qu'on nous raconte, je comprends pas que ça puisse fonctionner comme ça et aussi bien et aussi rapidement. Et finalement, au bout de 48 heures, je suis tombée complètement amoureuse de cette technique. J'ai eu l'impression de découvrir un univers qui était le mien. Les approches analytiques telles qu'on peut les pratiquer depuis maintenant plusieurs dizaines d'années en France ne me parlent pas. Ça peut être très efficace pour certaines personnes. Moi, en tous les cas, je sais que ça ne me convient pas. Et j'ai découvert avec l'hypnose un outil, ça n'est jamais qu'un outil, mais un outil très efficace et qui permet d'aller vite dans les changements de symptômes, de comportement, d'émotions. Et ça m'a vraiment parlé. Et en plus, la manière d'aborder cet outil, le rapport à l'autre m'a vraiment parlé. Je me suis sentie tout de suite très à l'aise là-dedans. Et en parallèle de ma formation, j'ai travaillé sur moi, en étant persuadée que je ne pourrais aider les autres que si moi-même j'étais bien en harmonie avec moi-même. Voilà, donc j'ai fait ce travail qui m'a été aussi bénéfique à titre personnel. L'hypnothérapie, en règle générale, si on prend tous les types d'hypnose, on est quand même dans quelque chose évidemment qui est commun, qui est qu'on va induire chez le sujet dont on s'occupe ce qu'on appelle nous un état de conscience modifié. On peut appeler ça un état hypnotique, mais dans notre jargon ça s'appelle un état de conscience modifié. C'est un état tout à fait naturel qu'on a tous plusieurs fois dans la journée, toi, moi. Je te donne un exemple, une personne dont on dit qu'elle est dans la lune parce qu'on l'appelle et qu'elle ne nous entend pas, elle est dans ses pensées, elle est dans un état de conscience modifié. Une personne qui est très concentrée sur son ordinateur à jouer ou à travailler sur un dossier complexe et qui, pareil, fait abstraction de son environnement du moment, est dans un état de conscience modifié. Le but d'une séance d'hypnose, alors là, dans un cabinet, dans un but thérapeutique, c'est effectivement de mettre cette personne dans cet état de conscience modifié qui peut être plus ou moins profond, mais en tout cas c'est de le mettre dans cet état-là de manière à lui faire lâcher prise en fait sur ses peurs, sur ses angoisses, sur ses douleurs, sur voilà, toutes les problématiques qui nous amènent en cabinet. Et on s'est aperçu que quand cette personne était dans cet état de conscience modifié, donc dans cet état de lâcher prise, il était beaucoup plus facile d'aller travailler avec l'inconscient. Cet inconscient qui est toujours là, mais qui peut être parasité par notre conscient qui justement a tous ces freins qui nous empêchent d'avancer. Et le but de l'hypnose, c'est ça, c'est de contourner le conscient pour pouvoir aller directement travailler avec l'inconscient. En allant lui parler à cet inconscient. Moi, je travaille avec l'inconscient un peu comme si c'était une tierce personne. Alors, mes clients ne sont pas schizophrènes, mais il est vrai qu'on a ce conscient et cet inconscient qui travaillent de concert, mais de manière indépendante. Donc, on va s'adresser à l'inconscient. En hypnose ericksonienne, par exemple, qui est une hypnose très douce, où on va amener les gens tout en douceur dans cet état de conscience modifié, on va s'adresser à l'inconscient beaucoup par le biais d'images, de métaphores, d'histoires encastrées. Déjà parce qu'il faut créer ce qu'on appelle nous la confusion pour que la personne parte un petit peu plus dans cet état de conscience modifié. Et l'inconscient aime beaucoup ces histoires-là, aime beaucoup les métaphores et remet des choses en place de lui-même. Moi, c'est encore une fois vraiment cet inconscient. Des fois, je lui laisse carrément les clés de la séance, enfin quasiment. Je lui dis on a un problème et je te demande de le résoudre. Et je ne lui donne pas la direction pour le résoudre. Et pourtant, ça se résout.
On ne parlera pas de moi, de sur moi, de ça, etc. Ça ne fait pas du tout partie de notre vocabulaire. On n'est encore une fois pas du tout dans l'analytique, hein. On va simplement parler de conscient et d'inconscient. On n'est pas dans l'analytique parce qu'on ne va pas forcément aller chercher la cause d'un problème pour en résoudre les symptômes. Et c'est ce qui fait la différence entre les thérapies brèves et la psychanalyse, hein. Moi, quand je reçois des gens qui viennent pour arrêter de se ronger les ongles, je ne vais pas forcément, et même jamais, chercher ce qui a déclenché un jour le fait qu'ils deviennent onychophages, mais je vais aller travailler directement sur le symptôme en demandant à l'inconscient de supprimer ce symptôme. D'accord ? Voilà, c'est toute la différence. Donc nous, on est effectivement sur ces notions de conscient et d'inconscient, en partant du principe que ce conscient, il nous fait voir le monde à travers des filtres. Alors effectivement, ces filtres, ils sont posés là. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vient voir pour un traumatisme, qui vient nous consulter pour un traumatisme, on ne va pas en hypnose supprimer le souvenir de l'accident qui a pu se produire et qui a provoqué ce traumatisme. D'accord ? On va par contre pouvoir aller reprogrammer la vision qu'on a de cet accident. Et donc, aplanir, adoucir, voire supprimer carrément les émotions négatives qui sont liées à ce qui s'est passé, à cet événement traumatique. On va finalement lui faire vivre une réalité virtuelle dans cet état de conscience modifié. L'avantage avec l'inconscient, c'est qu'il ne fera pas le distinguo entre ce qui est une réalité virtuelle et ce qui est la réalité. Donc à partir du moment où on va faire vivre à la personne qui a le vertige un moment où il est tout à fait capable d'aller grimper sur des échelles pour atteindre des sommets, etc., il va finalement ressentir, pendant cet état de conscience modifié, toutes les ressources qu'il a en lui et qui lui permettent de ne plus avoir cette peur. Et donc en ressortant de cette séance d'hypnose, son corps, son inconscient et même son conscient auront vécu la capacité de ne plus avoir cette peur et pourra le retranscrire dans la vie réelle. La médecine et l'allopathie en particulier ont fait de tellement grands progrès ces dernières années, enfin, pendant tout le XXe siècle, que du coup on s'est focalisé sur ce que la médecine était capable d'amener. Mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de pathologies qui ont une grande dimension émotionnelle. Et qu'on ne peut pas, comme ça, se dire d'un côté il y a l'aspect psychologique et de l'autre côté il y a le corps. Aujourd'hui on s'aperçoit que les deux fonctionnent ensemble et que quand l'un ne va pas, l'autre ne va pas mieux. D'accord ? Donc je pense que c'est un juste retour des choses. Il ne s'agit pas là d'opposer médecine alternative et médecine traditionnelle. Au contraire, moi je travaille avec de nombreux médecins, beaucoup de généralistes, des endocrinos, etc. qui m'envoient du monde parce qu'ils ont compris qu'on ne fonctionnerait bien que si on était complémentaires. Moi je ne reçois dans mon cabinet que des gens qui ont une peur. Alors ça peut être la peur de ne pas adhérer au schéma familial, ça peut être la peur du lendemain, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de finalement de se libérer du matérialisme pour retourner à ce qui est important. Ça peut être la peur de découvrir qui ils sont vraiment au fond d'eux-mêmes. Voilà, quelles que soient les problématiques qu'on m'amène, finalement, la source c'est une peur. Et je pense que le grand défi aujourd'hui de l'humanité, c'est justement d'apprendre à l'homme à ne plus avoir peur, à lever ses peurs. Quand on lève ses peurs, on laisse nos capacités, nos ressources, s'exprimer. Quand on lève ses peurs, on est aussi dans la capacité d'être bienveillant envers les autres. La peur est un frein à l'amour, bien sûr, mais c'est déjà un frein à l'amour de soi. Alors je ne parle pas de devenir narcissique, mais s'aimer, c'est quand même essentiel quand on veut avancer dans la vie.